Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Monsieur et Madame Jones ont tout du couple d'Américains moyens. Lui à la soixantaine, un peu dépassé. Elle presque la soixantaine. Ils vivent seuls, après avoir élevé leurs enfants dans un pavillon de Templeton, petite ville de Californie. Comme les Américains moyens, ils ont un chien, une voiture, ils sont très liés avec leurs voisins. Et comme les Américains moyens, leur distraction préférée est la télévision. Justement, ce 15 avril 1958, Monsieur et Madame Jones s'apprêtent à vivre un petit événement. La naissance d'une nouvelle chaîne. Jusque-là, Templeton recevait les 3 programmes nationaux, mais ne bénéficiait pas, comme presque partout aux États-Unis, d'une station locale. Cette lacune va être maintenant comblée grâce à Geoffroy Smith, un riche industriel qui a réalisé les installations nécessaires. Il est 20h, c'est l'instant où la GST, la Geoffrey Smith Television, va émettre pour la première fois. Monsieur et Madame Jones ont réglé leur poste comme indiqué et assistent émerveillés au petit miracle. Après le générique d'ouverture, une charmante speakerine apparaît. Bienvenue, chères téléspectatrices et téléspectateurs. Avec la GST, c'est la bonne humeur qui entre dans votre maison. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur Jones vient de pousser un cri. En effet, tout à coup, le visage de la speakerine s'est monstrueusement aplati, tandis que sa voix n'émet plus que des cric, cric, on ne peut plus désagréables. Monsieur Jones se lève, pourvu que ce ne soit pas le poste. Mais non, c'est pas le poste. Les 3 chaînes nationales que Monsieur Jones met tour à tour fonctionnent parfaitement. En revanche, quand il revient sur la GST, c'est de nouveau la speakerine aplatie et la voix qui craque. Monsieur Jones se dirige vers son téléphone. Enfin, c'est trop fort. Je veux savoir ce qui se passe. Mais au numéro de la GST, il n'obtient qu'une standardiste affolée. Je vous en prie, monsieur, raccrochez, tout le monde appelle en même temps. C'est un incident technique sans gravité. Tout va rentrer dans l'ordre. Monsieur Jones retourne en bougonnant à son fauteuil regarder une des 3 chaînes nationales et n'y pense plus, de même que sa femme. Pourtant, ce qui vient de se passer à Templeton ce 15 avril 1958 est un événement absolument extraordinaire, qui ne s'était jamais produit auparavant et qui ne s'est jamais reproduit par la suite. Geoffrey Smith, avec son léger embonpoint, sa calvitie naissante et son cigare, est bien conforme à l'image qu'on se fait du businessman américain. Et c'est effectivement un personnage considérable. Officier dans les marines, héros de la guerre du Pacifique, il s'est lancé dans la politique en 1945 et il a été élu sénateur. Puis, il a préféré se tourner vers les affaires où il a réussi brillamment. Bref, il est habitué au succès dans tous les domaines et ce qui se passe en ce moment à Templeton est pour lui la première fausse note au propre comme au figuré. Avec son sens aigu de la rentabilité, Geoffrey Smith avait repéré Templeton sur la carte des États-Unis, la seule région de forte densité à ne pas être équipée d'une télévision locale. Les contacts avec les annonceurs avaient été excellents, les installations techniques coûteuses devaient être amorties rapidement. Et voilà que toute la belle mécanique s'enraye d'une manière inexplicable. Oui, inexplicable est bien le mot, du moins jusqu'à présent. Au début, Geoffrey Smith a pensé à un radio amateur émettant sur la même fréquence. Il a promis par voie de presse une récompense de $500 pour tout renseignement, et il a demandé au shérif de Templeton de s'occuper de l'affaire. Au bout d'une semaine, il a dû déchanter. La prime de $500 n'avait rien amené. Et le shérif est revenu lui avouer qu'il ne pouvait rien faire. Tout cela le dépassait. Il fallait les moyens techniques et les hommes du FBI. Alors les responsables du FBI ont tout de suite accédé à la demande de Geoffrey Smith. D'abord en raison du poids politique du personnage, mais aussi parce que tout ce qui touche les télécommunications peut être grave sur le plan national. C'est pourquoi ce 25 avril 1958, le lieutenant John Milton se trouve dans le bureau de la direction de la GST à Templeton. Donc, Monsieur Smith, cette interférence se manifeste depuis 10 jours sans interruption. Oui, elle a lieu en ce moment. Geoffrey Smith se lève, se dirige vers un poste de télévision dans un coin du bureau. Vous allez voir, je fais diffuser jour et nuit une mire avec de la musique. Le lieutenant John Milton voit apparaître sur le téléviseur quelque chose de fort déplaisant. La mire, ou ce qui en tient lieu, elle fait très mal aux yeux. Ce sont des lignes flasques
qui se déforme comme un liquide visqueux. Quant à la musique, c'est tout simplement insupportable. Une symphonie de craquements, de couinements, de grésillements. Geoffrey Smith arrête l'instrument de supplice. Voilà, vous avez vu. Le lieutenant Milton a vu et entendu. Alors il pose sa première question. Êtes-vous sûr que votre installation est au point, monsieur Smith? Oui, j'ai engagé les meilleurs spécialistes des États-Unis. Tout marche parfaitement, les caméras, la technique, l'antenne. D'ailleurs, l'interférence n'a pas eu lieu dès que nous avons émis. Elle a commencé à 20h01 exactement. Vous pensez donc qu'il s'agit d'un brouillage volontaire et non d'un phénomène accidentel? Exactement. Vous avez des ennemis, monsieur Smith? J'ai fait de la politique. Je suis dans les affaires. Je vous laisse conclure. Mais ce n'est pas le principal ni le plus mystérieux dans cette affaire. Le plus important n'est pas de trouver qui fait cela, ni pourquoi, mais comment. Les spécialistes qui sont venus vérifier l'installation me l'ont dit. On ne brouille pas une station de télévision comme ça. Ce qu'ils ont vu ici, à Templeton, ne ressemble à rien. L'industriel se lève. Alors maintenant vous savez tout, hein? Bonne chance, lieutenant. Et le lieutenant John Milton se met au travail. Pendant 1 mois et demi, 1, puis 2 camions équipés de goniomètres parcourent la région. Des opérations de grande envergure ont eu lieu. Un dossier de plusieurs centaines de pages est constitué. Et l'heure du bilan finit par arriver. Le lieutenant Milton présente ses conclusions à Geoffrey Smith le 10 juillet 1958. Malheureusement, elles sont négatives sur toute la ligne. Rien, monsieur Smith, on ne peut rien dire. L'industriel regarde le policier sans indulgence. C'est que vous n'avez pas employé les moyens suffisants. Si! Les goniomètres utilisés sont du dernier modèle. Alors expliquez-vous. Ainsi que vous le savez, un émetteur se localise grâce à son intensité. Plus on s'en approche, plus il est fort. Plus on s'en éloigne, plus il est faible. Bien ici, c'est pas le cas. L'interférence a exactement la même intensité dans un rayon de 40 000 autour du centre de Templeton. Ensuite seulement, elle diminue progressivement comme il est normal. Et c'est un phénomène qui n'avait jamais été constaté? Jamais. C'est contraire à toutes les théories. Alors vous avez pensé à un émetteur mobile? Bien sûr. Et nous avons même imaginé qu'une voiture émettrice suivait notre goniomètre en gardant une distance rigoureusement égale. Nous l'avons arrêté brutalement, nous l'avons fait zigzaguer, nous l'avons fait rouler à toute vitesse. À aucun moment, l'intensité de l'interférence n'a baissé ou n'a monté. Nous avons ensuite employé 2 voitures goniomètres circulant en même temps à 10 000 de distance et suivant des parcours différents. Aucun doute. Dans un cercle de 40 miles autour de Templeton, l'intensité est rigoureusement constante, comme s'il y avait un émetteur tous les mètres. Le silence retombe dans le bureau de la direction de la GST. John Milton attend les réactions de son vis-à-vis. Celui-ci se lève et, sans un mot, va allumer le téléviseur du bureau. L'ami infâme apparaît, sur fond sonore de grincement de porte. La voix de Geoffrey Smith grince, elle aussi. Eh bien, dans ces conditions, je vais me débrouiller tout seul. Adieu, lieutenant Milton. Le jour même, Geoffrey Smith fait publier une page dans la presse locale. Comme dans les affiches du temps du western, elle est surmontée du titre « On recherche ». L'individu recherché est l'auteur des interférences et la récompense est de 10 000 $. Geoffrey Smith a pensé que ce que la police n'avait pas réussi, l'argent l'obtiendrait. Car ce ne sont quand même pas les Martiens qui l'empêchent d'émettre. Alors il attend. Mais en vain. Seuls se manifestent des plaisantins ou des illuminés. 2 août 1958. L'interférence dure depuis plus de 3 mois et demi. Geoffrey Smith a prévenu les autorités qu'il renoncerait définitivement à émettre le 15 août. Sur le plan financier, ce sera une perte massive. Aussi, en bonhomme d'affaires, il a fait une dernière tentative. Il a porté la prime à 25 000 $. Et cette fois, il y a un résultat. À 9h du soir, le téléphone sonne chez lui. « Monsieur Smith ? Qui est là ? Quelle importance ? Vous voulez toujours que l'interférence cesse ? Évidemment. Alors ce sera 100 000 $.
Vous ne pensez tout de même pas que je me serais donné tout ce mal pour 25 000 $? Parce que c'est vous qui... Oui, oui. Branchez le téléviseur sur votre station, Monsieur Smith. Geoffrey Smith se lève, va tourner le bouton, mais il n'est pas seul à faire ce geste. Au même moment, John Milton, qui s'est fait installer une table d'écoute, fait la même chose dans sa chambre d'hôtel. Chez lui aussi, apparaît la mire Flask et la symphonie de grésillement. La voix du correspondant anonyme reprend dans les deux écouteurs. « Vous y êtes ? » ?»« Oui. »« Alors regardez bien. » Et le miracle se produit, aussi bien sur le téléviseur de Geoffrey Smith que sur celui du lieutenant Milton. D'un seul coup, la mire redevient impeccable, tandis que s'élève le son d'un orchestre symphonique. Cela va durer 5 minutes, Monsieur Smith, après quoi l'interférence reprendra. Si vous voulez que cela cesse définitivement, versez l'argent au compte numéro 34, Banque nationale de Berne, Suisse. Au revoir, Monsieur Smith. Geoffrey Smith, bien qu'il n'ait jamais voulu l'avouer, s'est certainement exécuté, car le lendemain 3 août, l'interférence cessait. Et le 15 août à 20h, les programmes de la Geoffrey Smith Television démarraient, cette fois sans incident, avec 4 mois de retard. Alors que s'est-il passé? Nous n'en sommes pas absolument certains, mais voici, d'après plusieurs journalistes, ce qui est le plus proche de la vérité. Dans les semaines qui ont suivi, le FBI a enquêté avec acharnement sur toute l'étendue du territoire et a sans doute découvert la vérité, ou tout du moins une partie de la vérité. Un certain Jérôme Lindsay a disparu mystérieusement de son appartement new-yorkais début août. Or, Jérôme Lindsay, ingénieur en ondes de télévision, était également connu des services secrets. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait proposé au secrétariat à la guerre un projet intitulé « Étude sur les équations rendant possible un système d'émission non localisable ». Le projet n'avait pas été retenu, mais la trace de son passage avait été notée sous la forme du titre, suivi d'une annotation du sous-secrétaire chargé des projets militaires, non réalisable. Jérôme Lindsay est donc reparti avec son dossier sous le bras. L'a-t-il mis en pratique à Templeton? Et est-il reparti ensuite couler des jours heureux avec ses 100 000 $ en Suisse ou ailleurs? Tout permet de le penser, même si aujourd'hui encore, on ne comprend pas comment il a pu réussir techniquement un tel prodige. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Le mystère et les ressources de la génétique sont tels qu'à l'exception de quelques vrais jumeaux, chaque individu est parfaitement différencié. En dépit de cette réalité qui contribue à la grandeur de l'être humain, on prétend aussi que nous possédons tous quelque part dans le monde un alter ego, un autre nous-mêmes, un sosie inconnu. Cette théorie est-elle une légende ou une réalité? Eh bien, en juger par l'histoire singulière que je vais vous raconter maintenant, j'aurais tendance à croire qu'elle est bien réelle. Je m'appelle Valentine Berthoud. À la fin des années 90, Étienne et Valentine Berthaud, mariés depuis 3 ans, forment un couple apparemment très harmonieux. Valentine aime passionnément son mari qui vient d'ouvrir une agence immobilière dans Paris. Commence alors une série d'étranges incidents. Tout a commencé avec un coup de téléphone de Clémence, ma meilleure amie. Elle me disait qu'elle m'avait vu sortir d'une boutique des Halles avec Étienne. Étienne, c'est mon mari. Elle m'a dit, un peu vexée, « Tu m'as regardé bien d'en face et tu es passé comme si de rien n'était. » Moi, je n'avais aucun souvenir d'être allée dans ce quartier, dans cette boutique. De toute façon, c'est un quartier où je ne mets jamais les pieds. Je lui ai dit que ça devait être 2 autres personnes, forcément, un couple qui nous ressemblait. Et puis, il s'est trouvé que quelques jours plus tard, pour mon travail, j'ai dû aller dans ce quartier et je suis tombée sur la dite boutique. Forcément, je suis entrée. Je l'ai tout de suite reconnue. Elle était venue une semaine avant acheter une robe. Une robe échancrée, très sexy, elle lui allait très bien. D'ailleurs, l'homme qui était avec elle l'a trouvée très jolie, lui aussi.
C'est pour ça que quand elle est revenue à la boutique, tout naturellement, je lui ai demandé si elle n'avait pas eu un problème avec son article. J'étais déroutée. Je lui ai dit que je venais dans cette boutique pour la première fois de ma vie. Elle insistait. Elle était très sûre d'elle. Polie, mais finalement presque arrogante. Puis surtout, elle me regardait bizarrement. Comme si j'étais folle, je crois. Oui, c'est ça. Comme si j'étais folle. Alors, pour lui prouver le contraire et la remettre un petit peu à sa place, je lui ai demandé si elle gardait trace des achats de ses clients. Elle a feuilleté un cahier et puis elle m'a montré le nom de mon mari, la date de l'achat et le numéro du chèque. Elle avait l'air totalement désemparée. Faut dire que c'était assez étrange comme situation. J'ai eu très peur. Enfin non, ce n'est pas de la peur. Je ne comprenais plus rien du tout. Mais ce n'était pas moi, ça c'est sûr. Je suis très physionomiste. J'ai beaucoup étudié ça, moi, les rapports entre l'aspect physique des gens et leur psychologie. Pour moi, c'était la même femme. Bon, coiffée différemment, plus classique, plus coincée. Mais la même personne, hein. La même silhouette, la même voix, le même visage. La même femme, quoi. Elle m'a montré la robe que j'avais soi-disant achetée, décolletée, moulante. Enfin, pas du tout le genre de vêtements que je porte. Et puis, une fois rentrée chez moi, pour vous dire à quel point j'étais désemparée, j'ai cherché dans mes placards pour voir s'il n'y avait pas cette maudite robe. Évidemment, elle n'y était pas, et heureusement pour moi. Mais je dois avouer que j'étais plus que troublée. J'ai laissé passer un peu de temps, sans même oser parler de cette histoire à mon mari, ni même lui parler du chèque. J'ai préféré, j'étais paumée. Valentine Berthaud n'est pas au bout de ses surprises, puisque quelques semaines plus tard, elle tombe en arrêt devant son double. C'est impossible à décrire. J'ai cru me voir, moi, assise en face de mon mari à cette terrasse de café, alors que j'étais sur le trottoir d'en face. Un cauchemar. Je ne savais plus qui j'étais. Je n'étais plus sûre d'être moi. À ce moment-là, mon mari m'a vue sur le trottoir d'en face. J'étais pétrifiée. Il s'est approché de moi et il m'a dit « Il faut que je te parle. Ce soir, je t'expliquerai tout. » Et le soir même, il m'a tout expliqué. Cette femme était mon sosie et elle était sa maîtresse. Elle était mon sosie et elle était sa maîtresse. Cette femme, ce parfait sosie de Valentine, se nomme Chiara Miller. Étienne Berthaud a fait sa connaissance dans son agence immobilière. Chiara recherchait un appartement et Étienne s'était empressé de lui donner satisfaction. Puis, elle et lui s'étaient revus et ils n'avaient pas tardé à devenir amants. Mais comment s'expliquer qu'un homme puisse prendre pour maîtresse une femme qui est l'exacte réplique de son épouse? C'était très tordu de sa part, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais complètement déboussolée. Je ne pouvais pas supporter ça. Il y a eu des crises violentes, des disputes. À 2 ou 3 reprises, il m'a même appelée avec le prénom de l'autre, Chiara. Et il a fini par me dire qu'il allait la quitter et que c'est à moi qu'il tenait. Un soir, Étienne était parti en province pour faire visiter une villa. Il devait rentrer tard dans la nuit. Moi, j'en ai profité pour aller au théâtre avec mon amie Clémence. Elle m'avait passé un coup de téléphone pour me changer un peu les idées et me sortir un peu. Les histoires incroyables. Mais Étienne Berthaud ne se rend pas en province pour les besoins d'une transaction. Il reste à Paris. Et embusqué dans son garage, il attend le retour de son épouse, un manche de pioche à la main. Vers minuit, il entend un bruit. Alors il se glisse hors du garage et distingue la silhouette d'une femme à contre-jour. Persuadé qu'il s'agit de Valentine, il lui assène une série de coups violents sur l'arrière du crâne. Quand la femme s'écroule sans vie, Berthaud réalise avec effroi qu'il vient de se méprendre. Il vient d'assassiner sa maîtresse. Quand je suis arrivée, ça venait tout juste d'avoir lieu.
Étienne était blême, en sueur. Il y avait du sang sur sa chemise. Et quand il m'a vue, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. J'ai tout de suite compris qu'il avait cru me tuer moi. Et aussi incompréhensible que ça puisse paraître, j'ai décidé de l'aider. Après, tout s'est déroulé très rapidement. Nous avons mis le corps dans une bâche en plastique. Nous avons porté le corps dans le coffre de la voiture. Nous avons roulé jusqu'à cette forêt. Nous avons enterré le corps dans cette forêt. Tout ça sans dire un mot. Et puis nous sommes rentrés à la maison. Et les jours qui ont suivi, je n'arrive toujours pas à comprendre comment ça a été possible. Nous avons repris une vie de couple quasi normale. Jusqu'au coup de fil de l'inspecteur. Je venais de recevoir une demande de recherche émanant d'une certaine Olga Miller qui habitait Grenoble. Elle s'inquiétait de la disparition de sa sœur Chiara. Il se trouve que Chiara Miller avait parlé à sa sœur de sa liaison avec Étienne Berthaud. Quand l'inspecteur est venu interroger mon mari, j'étais à la maison. L'inspecteur a paru surpris de ma présence. Alors mon mari lui a expliqué que j'étais au courant de toute l'histoire. L'inspecteur nous a donc informés des recherches réclamées par la sœur de Chiara Miller. Il se trouve que la maîtresse de mon mari avait écrit une lettre à sa sœur Olga quelques jours avant cette nuit épouvantable. Dans la lettre, elle disait qu'elle ne supportait pas l'idée de le perdre, qu'elle préférait disparaître pour toujours. C'était ses propres mots. J'ai fait faire quelques recherches sur l'écriture, la signature de cette fameuse lettre. Évidemment, elle avait été écrite par Chiara Miller. J'ai alors expliqué à sa sœur que Chiara, étant majeure, avait parfaitement le droit de disposer de sa liberté. On pouvait donc pas aller plus loin. Selon la police, l'affaire est classée. Chiara Miller a volontairement décidé de disparaître. Mais sa sœur Olga n'en croit pas un mot. Elle connaît Chiara mieux que quiconque, car elles sont jumelles. J'ai jamais cru à cette histoire de disparition. Je la connaissais par cœur, ma Chiara. Je peux vous dire qu'elle était têtue, la Olga Miller. Un soir, elle est revenue et m'a annoncé, en hurlant, « Non, ce n'est pas possible, ma sœur n'a pas pu disparaître comme ça. » J'ai l'habitude. C'est un réflexe chez les gens qui cherchent un proche. Mais Olga Miller ne va pas en rester là. Malgré l'inertie de la police, elle décide de rencontrer Étienne Berthaud, l'amant de sa sœur. En fait, je savais très bien que si je ne faisais rien, la police classerait l'affaire. J'ai donc été moi-même chez Étienne Berthaud. Je voulais entendre la vérité de sa propre bouche. Il l'a craché, la vérité. Je me suis donc présentée chez lui, un soir, à 19h, à l'improviste. Il n'était pas là. C'est sa femme qui m'a ouvert la porte. Quand elle m'a vue, elle a été stupéfaite. En fait, je misais un peu là-dessus. Elle m'a prise pour Chiara, ma sœur jumelle. Et alors là, elle est devenue complètement hystérique. Elle m'a sauté à la gorge en criant « Attends, t'es morte, je t'ai enterrée !» Elle criait tellement que les voisins sont intervenus. Valentine Berthaud s'est trahie. La vision de cette femme en tout point identique à la maîtresse de son mari lui fait perdre la tête une fraction de seconde. Suffisamment longtemps cependant pour qu'Olga Miller comprenne immédiatement l'ampleur du drame et alerte la police. Le reste va très vite. Étienne Berthaud est écroué et condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans. Valentine, accusée de complicité, mais avec des circonstances atténuantes, purge, elle, 3 ans de prison. Astreinte depuis sa libération à un suivi psychiatrique, il ne se passe guère une journée sans qu'elle ne frémisse d'angoisse et de remords en croisant le reflet de son visage dans un miroir. Avoir un sosie quelque part dans le monde est une chose troublante. En avoir 2 est un cauchemar. Les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Elles ont le parfum du mystère, la séduction de l'extraordinaire
le charme de l'impossible. Pénétrez avec moi dans l'univers des incroyables histoires. Gudrun Pedersen, solide demoiselle norvégienne de 54 ans, jure comme un charretier, mais seulement dans son fort intérieur. Il n'est pas question d'ouvrir la bouche avec la température qui règne à cet arrêt de bus. Le nord de la Norvège, fin novembre. Vous voyez le tableau? Nuit totale à 4 heures de l'après-midi et un froid à décorner les rênes du Julenisse, puisque c'est le nom du Père Noël en Norvège. Une native du pays devrait être équipée pour affronter la météo hivernale qui dure ici la moitié de l'année. Seulement Gudrun n'avait pas prévu de faire le pied de grue à un arrêt de bus en pleine cambrousse. Elle était partie d'Oslo à bord de son increvable voiture, un vrai char d'assaut, qu'il n'avait jamais trahi pour rendre visite à sa cousine, hébergée en maison de retraite dans le comté du Trøndelag, à 350 km à peine. Bah oui, c'est ça les distances en Scandinavie. Quand on vous parle du prochain village, il peut se situer à 2 heures de route. Et en revenant de la maison de retraite, l'increvable automobile rend l'âme, comme de bien entendu, au milieu de nulle part. Coup de veine, le téléphone portable passe. Le dépanneur intervient assez vite, fait grise mine en levant le capot. « Soupape grillée, ma pauvre dame. »« Mademoiselle, je vous prie. »« Eh bien, ça change pas grand-chose. Va falloir me laisser votre bagnole, disons, une petite dizaine de jours. »« Oh, zut !»« C'est que j'habite Oslo, moi. »« Ah bah, c'est pas grave, je peux vous louer une chambre d'hôtel pour la nuit. Avec le repas, ma femme fait un très très bon ragoût, vous savez. Pas question, il y a mon chat qui m'attend pour souper. Vous pouvez m'emmener à la gare ? Il n'y a pas de gare ici. Par contre, je peux vous déposer au bus, qui peut vous emmener à une gare. Bon, et où il passe ce bus ? Au prochain village. » Voilà pourquoi Gudrun Pedersen fulmine à ce carrefour où le vent tranchant s'insinue jusqu'à votre moelle. Mais lorsqu'elle monte enfin à bord du bus, elle cesse de maudire le monde entier pour, au contraire, remercier le ciel et le destin et les soupapes des vieilles voitures. C'est qu'elle l'a vu, lui. Elle ne comprend pas exactement ce qui se passe à cet instant, mais elle sait, au fond d'elle-même, que sa vie vient de changer. Il est assis derrière son volant, en uniforme gris-bleu. Sa veste déboutonnée laisse déborder sur les genoux son joli petit ventre. Sa moustache rousse, décolorée, lui donne un air de viking. Oui, c'est ça, un viking de l'asphalte, seul maître à bord de ce vaisseau routier. Et c'est pour elle qu'il s'est arrêté pour la recueillir, naufragée dans ce brouillard. Il la sauve de la nuit et du froid en l'accueillant dans la lumière jaune de la cabine. Tellement rassurant. En encaissant le prix du billet, il a effleuré sa main. Exprès, elle en est certaine. Elle s'installe dans le premier siège libre, le long de l'allée centrale. Ainsi, pendant tout le trajet, elle peut voir ses yeux dans le rétroviseur. Il doit surveiller la route, mais par instant, il regarde vers l'intérieur du véhicule. Vers elle, à coup sûr. La gare est le terminus. Gudrun laisse passer tous les passagers pour descendre la dernière, lentement. Ainsi, elle peut déchiffrer le badge pincé à la pochette de l'uniforme. Et là, les jambes lui manquent presque. Ingvar Pedersen. Pedersen avec un D. Il s'appelle comme elle. Si ce n'est pas le signe de la destinée, ça, hein, de leur destinée. Car elle n'aura même pas changé de nom. Madame et Monsieur Pedersen, Gudrun et Ingvar et Gudrun. Cela fait comme un refrain dont elle se laisse bercer avec le rythme du train. Mais elle s'éveille en sursaut. Ah, quelle sotte j'ai été pour ne pas lui montrer que j'avais bien vu son manège. Je ne lui ai même pas laissé un indice. Comment va-t-il faire pour me retrouver, le pauvre ? Le lendemain, depuis le bureau de l'administration fiscale où elle travaille, Gudrun téléphone à la compagnie de transport. Sous prétexte d'un contrôle de revenus, elle se fait préciser l'adresse de son chauffeur. Il demeure, comme elle s'en doutait, dans le Trøndelag. Ah, pas la porte à côté, surtout sans véhicule. Peu importe, elle attendra le week-end pour le tenir dans ses bras. Mais d'ici là... Allô, Ingvar ? Oui, je dormais, qui m'appelle ? C'est moi, Gudrun, la demoiselle que vous avez prise à bord à l'arrêt de Rotmak. Évidemment, le terme de demoiselle ne permet pas de visualiser d'emblée la généreuse silhouette quinquagénaire de Gudrun. Je vois beaucoup de monde, vous savez. Comment avez-vous eu mon numéro ? Par votre compagnie, je voulais vous remercier. Or, la veille,
Une étudiante a oublié son ordinateur dans le bus et le chauffeur l'a déposé au comptoir, objet trouvé. D'où la réponse « Mais c'était tout naturel, mademoiselle ». Gudrun est aux anges. Tout naturel de tomber ainsi en arrêt devant elle. Tout naturel de la dévorer aussi des yeux. Quel coquin, mais elle est prête à toutes les indulgences et même à toutes les folies. Lorsqu'il comprend le quiproquo, Ingvar Pedersen tente de se défaire de sa correspondante, puis, agacé, il raccroche. Elle rappellera 30 fois cette nuit-là. Vous avez bien entendu, 30 fois. Et d'autres nuits encore plus. Car il y aura d'autres nuits. Des nuits et des nuits. Beaucoup d'autres. Lorsque Gudrun Pedersen récupère sa voiture, il va lui arriver de quitter Oslo juste à la sortie du bureau, d'accomplir les centaines de kilomètres sur les routes gelées. Elle va s'installer sur le parking sous les fenêtres de son amoureux, digne d'un sandwich, et sans relâche laisse le téléphone recomposer le numéro. Elle est renvoyée, bien sûr, vers le répondeur, auquel elle roucoule des messages enflammés par centaines. Puis elle retourne vers la capitale, elle y arrive au petit matin, juste à temps pour prendre une douche et filer à son travail. Quant au week-end, elle les passe dans la petite bourgade de son prince charmant, à le suivre jusqu'au marché ou à l'attendre au café, où il a ses habitudes, ou plutôt il avait, car Gudrun a fait la connaissance de tous les clients, elle s'est présentée comme la future épouse. D'où les fines plaisanteries du style « Dis donc, vous avez pas perdu de temps, hein? Vu le tour de taille de ta ciné, le bébé va pas tarder. Ça te fait pas peur 25 ans de plus en faveur de ta fiancée ?» D'où la conclusion à laquelle nous passons rapidement. Après 15 mois de ce cirque, Ingvar Pedersen obtient devant un tribunal une injonction interdisant à Gudrun de pénétrer dans le comté où il réside. Quelques semaines plus tard, elle enfreint l'interdiction et elle est arrêtée dans le cinéma où elle voulait juste s'asseoir à côté de son fiancé. Cette fois, elle risque une vraie condamnation. Mais le docteur Harald Knudsen, célèbre psychiatre expert, déclare qu'elle est une malade atteinte de délire érotomaniaque et recommande l'indulgence. Le juge énonce un verdict léger assorti d'une condition. Mademoiselle Pedersen, vous devrez vous engager à un suivi psychiatrique afin d'assurer votre guérison. Oh, je suis déjà guéri, votre honneur. Je rends bien compte que pour m'avoir traîné ici, ce chauffeur d'autobus ne m'aime vraiment pas. Elle ajoute, mais néanmoins, je m'engage solennellement à suivre ce traitement autant de fois par semaine qu'il sera nécessaire. Et elle tourne un regard de braise vers le psychiatre, un minuscule septuagénaire barbichu, parce que Harald, enfin, le docteur Knudsen est un homme qui a tellement bien su me comprendre. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Nous sommes dans une banlieue cossue. Une charmante villa de style classique a été acquise 25 ans plus tôt par monsieur et madame Normand. Après le décès de son mari, Micheline Normand a continué d'y vivre et elle entendait bien y passer la dernière partie de son existence. Seulement, une telle propriété occasionnait beaucoup de charges et Micheline avait du mal à y faire face avec sa pension, même si son activité d'auteur de livres pour enfants lui apportait quelques ressources supplémentaires. Aussi, elle a décidé de vendre son bien en viager. Chacun connaît le principe du viager. L'acheteur paie au vendeur, au moment de la transaction, un bouquet, c'est-à-dire une somme très inférieure à la valeur de la maison ou de l'appartement, et à partir de là, il lui verse une rente mensuelle à vie. Le prix d'un viager est donc très variable. Il est directement fonction de la longévité du bénéficiaire. Le viager est la solution idéale pour toutes les personnes qui disposent de faibles revenus, mais qui possèdent un bien immobilier et qui n'ont pas d'héritier, comme c'est le cas de Micheline Normand. Il leur permet de rester dans ce qui est le cadre de leur existence, au lieu de le vendre purement et simplement, et de finir leur jour dans une maison de retraite. Mais psychologiquement et moralement, on ne peut nier que le viager soit un système pervers. L'acheteur a en effet un intérêt direct à ce que le vendeur meure le plus vite possible. C'est ainsi, nul n'y peut rien. Même s'il s'agit de la personne la plus honnête, même si son sens moral est absolument irréprochable, il ne pourra s'empêcher de souhaiter, dans un coin reculé et caché de sa conscience, la disparition de celui avec lequel il a passé ce marché. Qu'on le veuille ou non, la mort est au cœur du viager. Elle en est la raison d'être, le principe, le ressort. Son ombre plane derrière les sourires, les paroles aimables, les poignées de main amicales. Dès que les deux parties ont apposé leur signature au bas du contrat, c'est elle qui entre en scène et qui joue le premier rôle, le seul rôle. Viendra-t-elle à grands ou à petits pas? Se montrera-t-elle impatiente ou paresseuse? Nul ne sait. Chacun attend. Dans le cas de Micheline Normand, tout commence
En ce mois d'avril 2003, la première vue, rien d'inquiétant, il fait beau, on ne voit que la vie en ce début de printemps. Et pourtant, si l'on y réfléchit bien, la menace est déjà là, qui plane, et j'ai envoyé Romain, mon jeune enquêteur, à la rencontre des témoins de cette incroyable histoire. Il débarrassa le passage du grillage qui l'obturait, se retourna vers nous. Micheline Normand est une retraitée heureuse. Elle écrit des livres pour enfants qu'elle soumet en première lecture à son ami Gilberte et à Samy, le fils des voisins. Mais Micheline, les piles peuvent durer 3 plombes aujourd'hui. C'est vrai, Samy, t'as raison, mais c'est quand même plus effrayant d'entrer dans un tunnel tout noir, non? Ouais, si c'est vrai que t'as raison. Puis il faut laisser un suspense. C'est pas la petite maison dans la prairie qu'elle écrit. Je continue. La route est longue, l'aventure est devant nous. Micheline a de la chance, elle vit seule dans cette belle maison que son mari, aujourd'hui décédé, avait achetée au début de leur mariage. Mais la grande maison est lourde à entretenir pour la modeste retraite de Micheline. Celle-ci décide donc de la mettre en vente en viager. Les visites commencent. Et quand Eva Janssen, une jolie jeune femme, se présente, Micheline est conquise par la gentillesse et le charme de cette 7e visiteuse. De son côté, Eva Janssen semble elle aussi sous le charme de la maison. Aucun détail ne lui échappe. Elle semble avoir trouvé, comme par miracle, la perle rare, l'endroit idéal, la maison qu'elle rêve de posséder. Bonjour. Bonjour. Le courant va immédiatement passer avec Micheline. Bonjour, Eva Janssen. Bonjour. Eva Janssen, ma 7e visiteuse, est arrivée exactement à l'heure convenue. J'aime bien les gens ponctuels. Pour moi, c'est une grande qualité. Elle avait marqué un point, là. Oui, en quelque sorte. Donc, vous cherchiez à vendre votre maison en viager occupé, c'est ça? Oui, c'est ça. Sur les conseils de mon notaire. C'est une solution qui me convenait très bien, enfin, économiquement, je veux dire. Et l'entretien d'une maison comme celle-là, c'est des frais assez considérables. Et je ne roulais pas sur l'or. On peut la visiter? Mais bien sûr, avec plaisir. Allez, suivez le guide. Ici, comme vous l'avez compris, c'est le salon. La cuisine, bien sûr. Oui. Donc c'est votre chambre ici? Mais oui, c'est ma chambre. Oui. Ici, c'est mon bureau. C'est là que je travaille, que j'écris mes histoires. Cette pièce-là a eu l'air de l'intéresser particulièrement. Elle a eu le coup de foudre pour la maison en général, ça se sentait nettement. Mais cette pièce-là avait l'air de l'attendrir. C'est donc ici que vous écrivez vos livres? Oui. Ce sont des contes, n'est-ce pas? Des contes et des romans d'aventure. Mais je n'écris que pour les moins de 16 ans. Au-delà, ça ne m'intéresse pas. Suivez-moi. Cet escalier, c'est mon cauchemar. Je vais vous aider. Non, ça va. Vous êtes patiente. Non, c'est à cause de lui que je marche si mal. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une mauvaise chute et alors j'ai décidé de ne vivre qu'au rez-de-chaussée. Ça me va très bien. Ça ne vous embête pas si je ne vous accompagne pas? Non, pas du tout. Je vais me débrouiller. Merci. Vous verrez, c'est plus petit là-haut à cause du toit. D'accord. À l'étage, une chambre, un cagibi et une petite salle de bain. C'est une très belle maison. Je comprends qu'elle est craquée. Et vous, en somme, vous avez craqué pour cette acheteuse. Merci. Oui, c'est un peu bête à dire, mais je l'ai trouvée extrêmement romanesque. Romanesque? Elle avait l'air de sortir d'un film ou d'un roman. Et puis danseuse à l'Opéra de Paris. Excusez du peu. Votre maison est magnifique. Quelque chose de magique. On y sent une âme. C'est comme si la pierre vivait. Gilberte, vous êtes la meilleure amie de Micheline Normand. Vous souvenez-vous de l'époque où Eva Janssen est rentrée dans la vie de votre amie? Elle est venue me voir tout de suite après. Elle était complètement emballée. Elle m'a dit, Gilberte, ça y est, j'ai trouvé la perle rare. Eva est aux anges.
Elle a un coup de cœur pour la maison et Micheline a décidé de la lui vendre à elle. L'affaire est rapidement conclue devant le notaire. La maison est maintenant en viager. Je vais habiter dans la région pendant quelques temps. Au début, je vais aller à l'hôtel, puis après, je vais me trouver un appartement. Écoutez, pourquoi ne pas venir ici pendant le temps de vos démarches? Oh non, non, vraiment, il n'en est pas question. Ce serait tellement simple. J'ai une chambre là-haut. C'est gentil, mais vraiment, ça me gêne, je voudrais pas vous déranger. Ça vous éviterait ces trajets Paris-Reims. Je suis sûre que nous pourrons cohabiter. Ok. D'accord. On sera de grandes amies. Merci, c'est très gentil. Micheline invite donc Eva à passer quelques jours chez elle. Je vais proposer la chambre du haut, parce que moi, je n'y allais plus à cause de ce fichu escalier. Vous imaginez, monter et descendre 36 fois par jour. Moi, ça m'a pas étonné plus que ça. C'était Micheline tout craché. Elle vit dans ses contes, dans ses romans. Et des fois, ça la rend un petit peu trop gentille. Enfin, ça, c'est pas grave. Mais après, il y a eu ce gros malentendu. Quel malentendu? Quand ces démarches ont abouti et qu'elle a eu signé son contrat avec le théâtre, les répétitions ont commencé très vite. Et elle est restée. Vous voulez dire qu'elle s'était installée chez vous? Oui, on s'était mal comprises. Moi, je l'avais invitée quelques jours pour la dépanner. Et elle a compris que je l'invitais pour toute la durée des répétitions. Micheline, ça y est, j'ai signé. Merveilleux. Oh, je suis tellement contente. Je commence la semaine prochaine. 6 mois de répétition intensive. Merci Micheline, vraiment merci. 6 mois. Elle a pas su lui dire qu'elle s'était mal comprise. Elle a pas osé dissiper ce malentendu. Du coup, elle s'est retrouvée avec cette femme chez elle pendant 6 mois. Et vous l'avez senti comment, cette femme, les premières fois que vous l'avez vue? Bon, je dirais... Oh, c'était une femme très convenable. Puis alors là, elle est aux petits soins pour Micheline. Oh! Qu'est-ce qu'elle faisait? Je veux vous aider. Oh non, non. Vous voulez pas? Non, je vous assure, ça va. En effet, Eva Janssen s'avère une compagne idéale pour Micheline. Elle fait les courses, elle aide au ménage, elle fait la cuisine. Elle lui mitonnait de ses petits plats. Faut dire que c'était une femme très serviable. Mais elle n'était pas très occupée pour une danseuse. Tu veux devenir cinéaste? Ouais, je veux faire des films à partir des histoires de Micheline. Elle m'a dit que tu étais son collaborateur le plus important. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'elle me fait lire ses manuscrits. Et je lui dis tout ce que je comprends pas. Ou quand je trouve qu'un personnage sonne pas très juste. Et des fois, je la renseigne sur des trucs qui sont de mon âge. Et qu'elle connaît pas bien. Par exemple? Par exemple, dans son dernier livre, elle voulait que tous les enfants parlent en verlan. Et bon, Micheline et verlan, ça craint quoi. Donc tu l'aides beaucoup? Ouais. Et pour me remercier, elle m'a acheté ça. Et cette femme qui est venue chez elle, Eva Janssen, tu l'aimais bien? Non. Non, pas du tout. C'est donc pas le tunnel qui s'est écroulé, mais quelqu'un qui l'a bouché volontairement. Ouais. Mais Micheline, Oui. il devrait être toute mort de trouille à ce moment-là. Bon, mais qu'est-ce que tu voudrais que je mette Oui. alors, là? C'est sûr qu'au début, je la trouvais super sexy, tu vois. Et puis, petit à petit, je sais pas comment dire. Ça collait pas entre nous. Il revint vers Je crois qu'elle aimait pas les jeunes. sa torche. Regardez, au sommet, la flamme de la torche est attirée de l'autre côté. En haut, il y a... Attends, là, il y a une faute. Il n'y a peu de matériel. Il y a peu de matériaux, Ouais. puisque l'air circule, on va dégager. Ils y sont tous. Et puis, il y a eu cet après-midi, là, où elle nous a invités à manger. Elle vous a invité? Oui. Elle nous a invités à déjeuner dans le jardin. Qui ça, nous? Gilberte, Samy et moi. Et vous? Mais vous étiez chez vous. Elle vous a invité à déjeuner chez vous, en somme. Oui, en quelque sorte. Bref, elle nous a fait un repas dans le jardin un samedi midi. C'était un repas délicieux, très raffiné. À côté cuisine, il n'y a pas à dire, elle savait y faire. Moi, j'ai jamais su faire de la bonne pâte à tarte. Alors c'est simple, j'ai simplement enlevé l'envie. Maintenant, je l'achète au supermarché.
Oh, bah, c'est moins personnalisé peut-être, mais au moins on sait ce qu'on mange. Moi, je t'avoue que depuis qu'Eva habite ici, je n'ai pas pu toucher le fourneau une seule fois. Et voilà. Et merci. Samy, qui veut devenir réalisateur, passe son temps à tout filmer. Tu t'arrêtes avec cette caméra. Et ça en agace certaines. Arrête, oui. Elle supportait pas que je la filme. Alors, j'ai commencé à la filmer en cachette, quand elle me voyait pas. Piqué au vif, Samy fait d'Eva sa cible favorite. Tel un paparazzi à l'affût d'une star, il la suit dans les moindres de ses gestes. Sans le savoir, jour après jour, Eva est traquée par la caméra de Samy. C'est à cette époque que Micheline commence à avoir ses premiers trous de mémoire. Et tout commence le jour où elle égare bêtement ses lunettes. Je comprends pas ce que j'ai fait de ces maudites lunettes. J'ai cherché partout. Partout. Non, c'est vraiment un mystère. Tant pis, hein. On va faire ça. Mais enfin, c'est fou ça. Tu es sûr d'avoir bien regardé dans le Puisque bureau je te le dis. Et dans le salon. Mais j'ai cherché partout. Non, c'est un mystère, vraiment. Oh. Samy, je t'interdis de me filmer. Eva, c'est pas très grave. Non, c'est pas grave, mais je veux pas. Les histoires incroyables. Le lendemain, Eva Janssen trouve les fameuses lunettes là où on ne les attendait pas. Micheline? Micheline, toujours si soigneuse et ordonnée, est consternée. Comment a-t-elle pu oublier ses lunettes dans le réfrigérateur? Mes lunettes dans le frigo. Oh, ça m'a fait peur. Je me suis dit, là, ma vieille, tu commences à dérailler sérieusement. On peut dire que ça a acheté un froid. Bon, on est tous un peu distraits, ça peut arriver. Mais là, quand même... Et la danseuse? Qu'en pensait-elle? Elle essayait de dédramatiser. Comme si elle voulait me rassurer. Et moi, ça m'affolait encore plus. Ces petits incidents à nos âges, on pense tout de suite à Alzheimer. Et puis à un moment donné, la Eva, elle m'a pris à part. Comme quoi elle s'inquiétait. Elle m'a dit que Micheline perdait souvent ses affaires, qu'elle voulait pas l'admettre, qu'elle avait confiance en moi, qu'il fallait que je lui parle, mais subtilement. Vous l'avez fait? Oui. Le lendemain matin, je l'ai appelée. Et je lui ai dit qu'il fallait quand même qu'elle gère ce genre de problème, parce que ça lui arrivait souvent. Et à mon grand étonnement, elle l'a très mal pris. Mais alors vraiment très mal. Oui, Micheline est horriblement vexée par ce coup de téléphone et le ton j'ai pas bon. besoin de ta compassion. Tu m'emmerdes avec ta soi-disant bonne santé. Au revoir, Gilbert. Vous vous êtes donc fâché avec Gilberte? Oui. Je me suis laissé emporter. Je lui dis des horreurs. Et à partir de là, on a été en froid toutes les deux. J'étais embêtée. Pour elle surtout. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand vous énervez les gens à ce point-là et qu'ils vous jettent, plus qu'à y faire. Ça m'amusait pas du tout, cette histoire-là. C'est la vie, hein. La vie continue. Mais Micheline semble vraiment avoir un problème de mémoire. Maintenant, elle éprouve même des difficultés à écrire. J'ai travaillé sur un roman d'aventure, une histoire d'adolescent échoué sur une île déserte. Et plus j'avançais, plus je m'embrouillais. Je comprenais pas ce que j'avais écrit la veille. Je confondais les personnages. En fait, c'était la vraie catastrophe. Et évidemment, plus je m'énervais, pire c'était. Bon, effectivement, il peut m'arriver d'oublier des petits détails, mais là... Et il y a eu beaucoup de petits incidents ou problèmes de mémoire de ce genre? Mais oui, de plus en plus souvent. Histoire de clés que j'avais perdues, qu'on retrouvait dans la poubelle, de robinets que j'oubliais de fermer, enfin des tas de trucs embêtants comme ça qui commençaient à m'inquiéter. Jusqu'à l'histoire de la gazinière. Micheline, tu peux venir, s'il te plaît? Regarde, ça laisse la gazinière ouverte. Ça commence à devenir vraiment sérieux tes problèmes de mémoire maintenant.
Tu crois pas qu'il faudrait faire quelque chose? On pourrait aller chez le médecin toutes les deux. D'accord. Bon. Alors elle m'a dit que mes problèmes de mémoire devenaient dangereux et qu'il fallait regarder la vérité en face. Bonjour docteur. Bonjour. Je voulais revenir sur les événements de l'été 2003 concernant Micheline Normand. Vous étiez son médecin généraliste. Oui, Madame Normand est ma patiente depuis de nombreuses années. Effectivement, à cette époque, je l'ai trouvée, anormalement stressée, quasiment déprimée, pas bien du tout, non. Eva Johnson l'accompagnait? Oui, bien sûr, c'est même elle qui l'avait convaincue de venir me voir. Madame Normand présentait des symptômes de confusion mentale, de troubles de la mémoire, mais rien à voir avec la maladie d'Alzheimer. Par contre, on lui a découvert son insuffisance cardiaque, alors je lui avais prescrit un double traitement, l'un pour le cœur et l'autre pour la mémoire, avec du repos, bien sûr, pas d'émotions fortes. Mademoiselle Johnson vous a fait quelle impression? Écoutez, pour vous parler sincèrement, j'avais vu en elle une femme solide, très calme, extrêmement sensée. J'étais plutôt rassuré que Madame Normand, étant donné son état, fût dans sa compagnie. À ce moment-là, je pensais comme le docteur, que j'avais beaucoup de chance de l'avoir à la maison. Micheline a en effet de la chance d'avoir trouvé Eva, qui veille sur elle et s'occupe de tout. Ce n'est pas forcément l'avis de Samy, qui ne rate pas une occasion de filmer la jeune femme, qu'il trouve pour le moins intrigante. Et c'est ainsi qu'un soir, toujours aux aguets, Samy surprend et filme Eva en train de travailler sur l'ordinateur de Micheline. Qu'est-elle en train de trafiquer? De quel droit se permet-elle d'utiliser le portable personnel de la vieille dame? Pourquoi le fait-elle à son insu? Eva se comporte comme quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Rentré chez lui, Samy visionne les images qu'il a filmées et découvre avec stupéfaction ce que faisait Eva. En analysant les images, il comprend qu'Eva supprimait des pans entiers du livre que Micheline est en train d'écrire, le rendant incompréhensible. Samy décide alors de revoir ce qu'il a filmé il y a plusieurs jours. Et c'est là qu'il fait une nouvelle découverte. Les images sont formelles. En pensant capturer un geste anodin d'Eva, Samy a filmé la preuve que c'est elle qui a subtilisé les lunettes de Micheline le jour où celle-ci les avait perdues. J'ai voulu appeler Micheline pour lui dire que l'autre l'embrouillait et que j'avais des preuves. Mais je suis tombé sur Eva. Elle m'a dit que Micheline ne voulait plus me parler. Et elle m'a raccroché au nez. Samy revisionne tout et va à tout prix prévenir Micheline de l'étrange comportement d'Eva. J'ai fini par avoir Micheline. Mais... Allô Micheline? Elle avait les boules après moi. Franchement, sur le moment, j'ai rien compris. Non, elle m'a fait la morale, comme quoi elle était très déçue. Enfin, tout un délire, quoi. Mais je l'ai... Et qu'est-ce qui s'est passé exactement avec Samy? Elle m'a dit qu'il avait été grossier avec elle. Grossier comment? Samy n'aimait pas Eva. Ça, il s'en cachait pas, c'est vrai. Il allait même aux limites de l'insolence. Mais là, il m'a dit que... qu'il l'avait traité de conne. Et vous l'avez cru? Mais c'était moi la vraie conne dans l'histoire. Ben oui, je l'ai cru. Mais oui, bien sûr. Et elle a voulu me fâcher avec lui, vous vous rendez compte, Samy? Ce môme que j'adore, qui est presque comme mon petit-fils. Samy poursuit son inexorable travail sur les images, comme pour se prouver à lui-même qu'il n'a pas inventé cette histoire. Oui, Eva a bien subtilisé les lunettes. Oui, Eva saccage le texte de Micheline. Mais Samy doit partir en vacances dans le sud de la France, et comme il est fâché avec Micheline, eh bien, il ne peut rien faire. Vers la mi-août, quand les gens ont commencé à partir en vacances, Gilberte, Samy, le docteur, tous les voisins, elle a commencé à se sentir plus libre de ses mouvements.
Dites donc, Micheline, il est dans un drôle d'état, votre plafond. C'est vrai que les plafonds de ma chambre et de mon bureau avaient besoin d'être refaits. Ils étaient dans un état lamentable à cause d'une fuite d'eau l'année précédente. Elle m'a dit que... Et si on lui donnait un petit coup de propre, on pourrait faire ça. Qu'elle pourrait y travailler, que c'était l'affaire de 3 jours. Et qu'elle le ferait pendant le week-end du 15 août. Moi, j'ai dit, oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas. En fait, ça me rendait service. Et voilà comment Eva réussit par un habile stratagème à isoler Micheline en l'installant dans la chambre du premier étage. L'escalier reste un obstacle presque insurmontable pour la vieille dame qui, une fois en haut, sera contrainte d'y rester avec comme seule liberté celle d'épier les gestes d'Eva. Micheline, confiante, prend son mal en patience. Tenez. Je vous ai mis vos médicaments. N'oubliez pas de les prendre avant de manger. Merci, Eva. Bon. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Eva a maintenant conquis le rez-de-chaussée pour elle seule. Et elle vient de prendre possession du petit bureau qui, depuis le premier jour, la fascine tant. À ce stade-là, vous sentiez que ça commençait à mal tourner? J'étais coincée là-haut. Mon espace se réduisait. Mais je pensais toujours qu'elle me voulait du bien. Et je m'accrochais à cette idée. Et elle était toujours aussi aimable avec vous? Non. Elle ne faisait plus d'efforts. Disons que le masque tombait. Merci, Eva. Et j'ai vu son vrai visage le soir où elle a ciré l'escalier. Eva, vous mettez beaucoup trop de cire. Ah bon, pourquoi? Ça va être dangereux. Il suffira de faire très attention. Je lui dis qu'elle mettait beaucoup trop de cire. Que ça allait être terriblement glissant. Le piège vient de se refermer sur Micheline. Désormais, l'escalier lui est interdit. Cette nuit-là, j'ai très mal dormi. Et quand j'ai réussi à m'endormir... Bonjour, Micheline. Bonjour, Eva. Bien dormi? Pas du tout. D'ailleurs, faut que je vous en parle. Cette nuit, j'ai entendu des bruits, plein de bruits. C'est pour ça que j'ai pas dormi. Vous n'avez pas entendu? Bah non. Vous avez dû faire des cauchemars. Mais il n'y a pas les médicaments. Bah non, pourquoi? Mais... Je veux descendre. Micheline, qui vous en empêche? Alors Micheline va faire une tentative pour sortir de sa prison. Il y a un téléphone là-haut? Non. J'ai jamais éprouvé le besoin de faire installer une ligne à l'étage. Donc pas de téléphone, pas de mail sur votre ordinateur? Non. Vous avez compris. J'étais coupé du monde. Cette fois-ci, Micheline a compris. Elle doit se sauver. Elle appelle au secours. Mais le long week-end du 15 août, il n'y a personne pour l'entendre. Je ne sais pas combien d'heures je suis restée comme ça.
Je ne sentais plus rien. Ni chaleur, ni soif, pas même la peur. Cœur battait au ralenti. Et puis tard dans la nuit, Eva était là comme un vampire. Ce qu'elle m'a dit, je m'en souviens mot pour mot. C'est gravé dans mon cerveau. Je vais vous raconter une histoire pour vous endormir. Vous aimez les contes, n'est-ce pas? Eva avait un ton inquiétant. Elle a poursuivi son récit. C'est l'histoire d'une petite fille chassée de sa maison avec ses parents. Alors elle danse pour leur faire oublier qu'ils ont perdu leur toit. Elle danse. Elle ne peut pas faire autre chose. Micheline comprend qu'Eva vient lui raconter sa propre histoire. Eva a subi un traumatisme dans son enfance en étant chassée de sa maison avec ses parents. Et c'est en devenant une danseuse appréciée qu'elle a pu gagner sa vie et retrouver sa dignité perdue. En attendant, Eva a complètement redécoré le bureau de Micheline qui s'est transformé en chambre de petite fille. Je partais en vacances dans le Vercors, chez ma sœur. C'était juste la veille du 15 août. Je marchais dans la rue, j'allais à la gare, et tout à coup, je la vois. Elle travaillait dans une agence immobilière. Alors, j'ai fait ni une ni deux, j'ai appelé, et j'ai demandé Eva Janssen. Elle prend le téléphone, allô, j'ai raccroché tout de suite. C'était ça, la danseuse. Alors là, je me suis dit, toi, ma petite, c'est quelque chose qui tourne pas rond dans ta petite tête. C'est pas normal, tout ça. Et j'avais raison quelque part, hein. Oui, Gilberte a raison. Eva, dont le comportement est inquiétant, représente un véritable danger pour Micheline. Eva l'a en effet complètement isolée du reste du monde. J'arrivais pas à joindre Micheline, c'était occupé jour et nuit. Alors j'ai appelé Samy. Lui aussi avait essayé de la joindre, mais sans succès. Il était inquiet. Il m'a raconté comme quoi Micheline s'était énervée contre lui, et même qu'elle l'avait engueulé. Tout à fait comme avec moi. Alors j'ai fait ni une ni deux, j'ai pris le premier train. Et Samy et Gilberte, comme deux aventuriers du dimanche, se donnent rendez-vous chez Micheline. Heureusement, ils connaissent bien les lieux et la façon d'y entrer. Ils ne savent pas encore qu'ils sont en train de sauver la vie de leur ami. Qu'est-ce que vous foutez là? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis chez moi, figure-toi. Eh oui, Micheline. Oui, Micheline. Et Gilberte découvre avec stupeur l'incroyable décor que l'esprit dérangé d'Eva a recréé dans le bureau de Micheline. 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 Oh, Micheline. Gilberte, appelle les pompiers, la police. S'il te plaît, Micheline, avec... Micheline. Micheline. Allez, réveille-toi. Micheline, Et dans un crissement de pneus, Eva, la belle Eva, disparaît. Cette pièce était la chambre d'Eva enfant. Oui, c'est pour ça qu'elle l'a tellement intéressée le jour de la visite. C'est étonnant, non, ce qu'on peut voir avec le recul. J'ai l'impression que cette pièce est à part dans votre maison, non? Oui. Depuis les événements, d'ailleurs, c'est un peu la chambre d'Eva. Elle a failli vous tuer tout de même. Vous lui avez pardonné aujourd'hui? Monsieur Bellemare, j'en veux à l'adulte, bien sûr. Mais je n'arrive pas à en vouloir à la petite fille. Et vous pensez que vous auriez pu changer le cours des choses? Si j'avais su. Si
Si nous avions su, mon mari et moi, en achetant la maison, que sans le vouloir, nous avions brisé le rêve d'une petite fille, j'en excuse pas ce qu'elle a fait, bien sûr, mais... Eva, complètement désemparée, fonce en voiture, sans destination, sans but. Son rêve vient de s'écrouler. Lorsque Gilberte et Samy m'ont sauvée, elle s'est enfuie en voiture. Elle est partie comme une folle, à toute vitesse. On a retrouvé sa voiture fracassée contre un arbre, à quelques kilomètres. Pauvre Eva. Oui, pauvre Eva. Et vous, Micheline, comment allez-vous? Moi, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre physiquement. Mais sur le plan moral, j'ai retrouvé mes amis. C'est le plus important. Vous avez en quelque sorte retrouvé vos repères. Attention, ça va être un travelling d'enfer. Moteur, action. Mais arrête! Oh, écoute, arrête Spielberg, tu vas nous donner le tournis. Ainsi s'est terminée la terrible aventure de Micheline Normand. D'une certaine manière, elle avait tout d'un conte pour faire peur aux enfants. Elle réunissait les personnages qu'on trouve dans ce genre de récit, la sympathique et fragile grand-mère autour de qui plane le danger, ses amis attentifs et débrouillards qui sont là pour la sauver, et la vilaine sorcière. D'autant plus dangereuse d'ailleurs qu'elle a pris au début l'apparence d'une gentille. Eh bien c'est ce que s'est dit Micheline. Et dès son séjour à l'hôpital, elle a commencé la rédaction d'un roman à partir de ce qu'elle avait vécu. Le livre, auquel elle a donné pour titre La 7e visiteuse, a connu un beau succès en librairie et il est actuellement en cours de traduction en plusieurs langues. Oui, une jolie histoire. Le tout était d'être là pour pouvoir la raconter. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Notre prénom. Parfois, nous y sommes très attachés. Parfois, il nous semble banal et nous nous disons que nos parents auraient pu faire un effort d'imagination. Certains d'entre nous désirent même le changer, sans choisir un autre qui corresponde mieux à leur personnalité, car nous avons tous plus ou moins l'impression que nous ressemblons à notre prénom, ou qu'il devrait nous ressembler. Mais un prénom peut-il avoir une influence sur notre destinée, voire provoquer des événements? Dispose-t-il d'un pouvoir capable de vous sauver la vie? Eh bien, vous allez le savoir maintenant, en suivant cette histoire. Ma mère et ma sœur, elles passaient leur temps dans ma chambre, à la maternité. Moi, je sais très bien pourquoi, hein. Elles voulaient empêcher Saïd, mon fiancé, de venir me voir. Elles disaient que c'était pas du racisme, mais je sais pas comment il faut appeler ça, hein. Si c'était pas appelé Saïd, vous croyez qu'il aurait empêché de venir voir son enfant? Il était pourtant gentil, Saïd, hein. Mais un jour, à force de se faire jeter par ma famille, il en a eu marre. Il a décidé de partir, de s'échapper un petit peu. Il est parti travailler sur un chantier à Bordeaux. Il voulait ramasser un maximum d'argent et revenir pour l'accouchement. Mais avec tout ce stress, les coups de gueule des uns, des autres, les disputes, moi j'ai accouché avec 15 jours d'avance. Cette jeune femme est arrivée en urgence. Le terme était prévu plus tard, seulement c'était la pleine lune. Et ici, on sait ce que ça provoque. Hein. En plus, à cause de problèmes familiaux, mademoiselle Bossard était très stressée. Et ça aussi, ça peut accélérer l'avenue du bébé. Et j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte par la suite. Mon frère jurait qu'il avait prévenu le chef de chantier à Saïd. Je sais très bien que c'était pas vrai. Hein. C'est encore un coup monté de ma mère et de ma sœur. Du coup, j'ai accouché toute seule. Mais je peux vous dire, j'ai souffert. Hein. D'autant qu'à cette époque, j'avais pris pas mal de poids. Les disputes, moi, ça me stresse. Et quand je stresse, je bouffe. Mais mon bébé était magnifique. Hein. Magnifique. Hein. 3 kg 100. Malgré 15 jours d'avance.
Cet événement remonte à une dizaine d'années. À l'époque, Stéphanie a 17 ans. Elle habite chez ses parents avec son frère de 13 ans et commence un apprentissage chez une amie de sa mère qui tient un salon de coiffure. Elle a également une sœur aînée, mariée et mère de 2 enfants. Chez les Bossard, on a le sang chaud et on ne mâche pas ses mots. Ainsi, lorsque la jeune fille annonce tout à trac qu'elle a rencontré l'homme de sa vie et qu'elle et Saïd ont déjà jeté les bases de leur futur foyer en faisant un enfant, son père entre dans une colère homérique. À cette époque, j'étais volontaire pour me déplacer dans les maternités. J'apportais donc aux mamans, pour ainsi dire, le bureau de l'état civil à leur chevet. C'était beaucoup plus pratique pour elles et je prenais le temps de tout leur expliquer. Et puis, il y a beaucoup plus qu'on ne le pense de femmes seules, qui n'ont vraiment personne pour les aider à ce moment-là. Ni le père, ni personne. Ce n'était pas le cas pour mademoiselle Bossard. Elle était très entourée. Un peu trop même. Enfin, j'étais à la maternité. Je suis donc allé la voir pour qu'on enregistre officiellement son bébé à l'état civil. Il était adorable, ce monsieur. Il voulait absolument que je choisisse un prénom tout de suite. Mais ça, il n'était pas là, alors... Je sais que c'est important, le prénom, qu'il faut faire ça vite, hein. Mais moi, je voulais pas choisir toute seule. Non ? Je lui ai expliqué que le fait d'attribuer un prénom n'interfère en rien dans le processus de la reconnaissance et que le père pourrait intervenir en temps et en heure. Mais elle ne voulait rien savoir. Et puis il y avait la mère, la sœur, le frère, le père. Ils criaient tous plus fort les uns que les autres. Il faisait son boulot, ce monsieur. J'ai bien compris, hein, c'est tout. T'es adorable. Mais en fait, avec Saïd, on n'avait jamais vraiment parlé du prénom, vu qu'on voulait pas savoir si c'était une fille ou un garçon. Et ma famille, qui se mettait du côté du monsieur, il voulait absolument que je choisisse le prénom tout de suite. En fait, ils avaient peur qu'avec Saïd, on choisisse un prénom de chez lui. Il lui ajoutait sous le nez un calendrier des postes où chacun avait coché une dizaine de prénoms. Des prénoms corrects, comme il disait. Mais la petite refusait mordicus. Tant que le père ne serait pas là, le bébé n'aurait pas de prénom. Mademoiselle Bossard m'a sonné et elle m'a demandé de mettre tout le monde dehors. Mais tous les gens de sa famille, hein. Je crois qu'il y avait ses parents et sa sœur aussi, peut-être. Il y avait aussi le monsieur d'état civil, mais là, il faisait une drôle de tête. Hein. On n'est pas habitué à faire ce genre de choses, mais dans une maternité, on doit d'abord veiller au bon repos des mamans et à la bonne santé des bébés. Et là, la maman, elle avait l'air tellement excédée que j'ai fait ce qu'elle me demandait. Mais je dois dire que c'est la première fois qu'on me demandait une chose pareille. Un bon moment après, je les entendais qui discutaient encore sur le parking. C'est là que j'ai vu la dame en noir. Elle était dans ma chambre. Je sais pas comment elle est rentrée, hein. Je m'étais peut-être assoupie. C'est possible, hein, mais je crois pas, j'étais tellement sur les nerfs. C'était une très vieille dame. Elle portait un manteau noir ou une robe, je me souviens plus tellement. En tout cas, elle avait un fichu noir et des cheveux blancs. Ça va. Elle était au pied du lit. Elle se penchait sur le berceau. Et elle faisait la conversation avec le bébé. Elle le touchait pas, hein. Elle avait ses mains posées sur le bord du lit. Ses vieilles mains. Je m'en souviens bien parce qu'elles étaient toutes ridées. Évidemment, je lui ai demandé ce qu'elle fichait ici. Elle a juste répondu « Petite Moïse, je suis venue voir. Petite Moïse, on doit protéger bébé nouveau. » Une vraie folle.
J'ai voulu la mettre dehors. J'étais super énervée. En plus, elle me faisait peur. Bien perturbable, alors elle m'a fait un sourire. Elle a ouvert doucement la porte. Elle a regardé le bébé une dernière fois en disant « Petite Moïse, on doit protéger, bébé nouveau. » Et elle est partie. J'en ai parlé aux infirmières tout de suite après, mais elles ont vu personne. Ni dans les couloirs, ni nulle part ailleurs. Je crois surtout qu'elles m'ont pris pour une folle, en fait. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Stéphanie oublie vite l'intrusion de cette mystérieuse femme en noir. Une folle, sans doute, égarée dans les couloirs de la maternité. D'autant que la jeune mère a d'autres soucis en tête. Saïd, le père de son enfant, est retourné vivre en Algérie, mettant avec soulagement la Méditerranée entre les Bossards et lui. Stéphanie doit donc se débrouiller toute seule. Elle trouve un nouvel emploi de coiffeuse et décroche un logement social auprès de la mairie. Son petit garçon a 6 mois quand elle se décide enfin à lui donner un prénom. Et elle choisit Andrew. Ah, ça fait chic, Andrew. C'est même le prénom d'un prince anglais. Un dimanche matin, Corinne et Nouria sont venues me chercher. Elles disaient qu'avec ce soleil, il fallait qu'on aille prendre l'air. En fait, je crois qu'elles avaient dans l'idée de me présenter quelqu'un qui serait venu comme ça, par hasard, sur la plage. Enfin, quand je dis la plage, c'était sur toute l'herbe, hein, parce que c'était au bord d'un lac, alors bon, on appelait ça la plage. Nous étions là-bas avec mon épouse et nos 2 enfants. Nous sommes véliplanchistes. Et en dehors de nos vacances à Biarritz, on avait l'habitude d'y aller assez souvent. Vous voyez là-bas, il y a une espèce de bande de rivage au bord du lac, qui est en pente douce, et qui est réservée en fait à la baignade en famille. C'est une sorte de plage. Et à un deuxième endroit, là où je me trouvais quand j'ai vu l'action se faire, la rive est beaucoup plus escarpée, en fait, et le fond descend assez vite. Je me souviens très bien de l'arrivée des jeunes femmes. Elles ont garé la voiture pas très loin de nous. Une voiture jaune. Elle riait énormément. Elle faisait beaucoup de bruit. Mon épouse m'a même dit adieu la tranquillité. Bon, on avait apporté de quoi manger, un petit pique-nique dans l'herbe, entre copines. On a commencé à sortir les affaires de la voiture. Moi, je portais toutes les petites affaires du bébé. Et puis, bon, son petit parasol, surtout, je voulais le poser en premier. Andrew, il faisait la sieste dans la voiture. Je l'avais laissé là, le temps de finir de décharger toutes les affaires. On a fait quoi, une 20aine de pas pour se trouver un petit coin moelleux, pas à côté de la bagnole, quoi. Puis c'est là que j'ai vu Corinne. Elle regardait par-dessus mon épaule, derrière moi. Elle avait les yeux exorbités, la bouche grande ouverte. Puis elle s'est mise à crier, mais plus fort qu'une sirène. Parfois on dit, ça s'est passé au ralenti, comme dans un film. Et ben là, ça a été tout le contraire. Tout s'est passé trop vite. J'ai entendu le hurlement de la femme. Elle a tendu le bras. Et j'ai regardé en direction de la voiture. La voiture roulait. Elle dévalait la pente, en fait, droit devant, en direction du lac. C'était affreux. Une vraie scène catastrophe. Moi, j'ai fait tomber tout ce que je portais. Je pouvais plus rien faire. Je pouvais plus un pas. J'étais paralysée, tétanisée. Enfin, j'ai juste crié mon bébé, et puis voilà, j'ai rien pu faire d'autre. J'ai cru que c'était une blague. Vous imaginez la situation dans laquelle j'étais? J'étais là, tranquille, par un dimanche ensoleillé, avec mes 2 enfants. Et tout d'un coup, il y a ces filles qui débarquent et qui font un boucan pas possible. Et au comble du comble, elles laissent un bébé dans la voiture, seul. Et la voiture qui se met à rouler, toute seule, en direction du lac. Non mais comment on peut faire ça? Laisser une voiture en pente, avec le frein à main desserré, sans passer de vitesse, bah je comprends pas.
Alors évidemment, la voiture a pris un peu de vitesse, quoi. Mais bon, pas assez pour faire véritablement un vol plané. En fait, elle est tombée dans le lac, le nez en avant. Je me suis précipité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai vu cet homme, lui, il a pas hésité à plonger dans l'eau. Moi, j'arrivais à peine à faire 3 pas. Puis j'ai vu la voiture, comme ça, commencer à s'embourber. C'est ce qui m'a frappé le plus, en fait. Elle a commencé à glisser, comme ça, et puis dans l'eau, et puis d'un coup, elle est remontée. Mais un tout petit peu, pas longtemps. Par la suite, j'ai su que nous avions été 3 à plonger. 3 sportifs. Je me suis même pas occupé des autres. De toute façon, c'est moi qui étais le plus proche du véhicule, alors. Il me semble que la voiture a continué de flotter un moment, tout en continuant d'avancer. Bon, elle a bien fait 30 mètres. Hein. J'ai nagé en sa direction. Puis tout d'un coup, elle a coulé à pic. J'ai senti le tourbillon qui enveloppait mes jambes. Je me suis dit que je risquais d'être entraîné. Mais je pensais surtout à ce bébé, à l'intérieur. J'ai essayé d'aller vers le fond, mais le courant s'est accentué avec beaucoup de limon qui remontait. À l'endroit où la voiture a coulé, ça fait au moins 12 mètres de profondeur. Presque 3 étages. Malheureusement, je pouvais rien faire. Alors j'ai attrapé la corde qu'on m'avait lancée depuis la rive. Puis tout d'un coup, le silence. Le cri de la maman s'est arrêté. On aurait dit que tous les bruits autour s'étaient arrêtés aussi. Et alors, j'ai vu que tout le monde regardait au centre du lac. J'ai regardé moi aussi. C'était incroyable. On aurait voulu faire une chose pareille, on n'y serait pas arrivé. Ça fait une espèce de bulle, une grosse bulle. Les vitres et les portes de la voiture étaient fermées quand elle est partie, j'en suis sûre. C'est dans le lac. Une vitre, une porte a dû s'ouvrir, puis ça a fait cette énorme bulle. Et là, tout d'un coup, j'ai vu, au milieu de cette bulle, à la surface du lac, à quelques mètres de moi, le couffin, avec le bébé dedans. Si je vous dis qu'il n'était pas mouillé, vous n'allez pas me croire. À vrai dire, il était à peine mouillé. Un tout petit peu. Juste quelques éclaboussures. Je peux vous le jurer. En fait, je l'ai mouillé bien davantage quand je l'ai pris contre moi pour le ramener. Andrew, le petit Andrew, est sain et sauf. Il flotte dans son couffin sur le lac comme un voilier en modèle réduit. C'est un miracle. C'est Moïse sauvé des eaux. L'an dernier, pour son 7e anniversaire, Andrew m'a demandé de lui parler de son père. Il voulait savoir pourquoi il vivait pas avec nous. Donc comme il était assez grand, j'ai décidé de tout lui raconter, sa naissance, je lui ai parlé du lac aussi. C'est la première fois que je lui ai parlé de la Dame en Noir. Il voulait savoir qui était Moïse. Moi, je connaissais l'essentiel, mais pas les détails. J'avais jamais été au catéchisme. Bon, alors j'ai acheté une Bible illustrée, on l'a lu ensemble, c'était intéressant. Alors il m'a demandé de changer de prénom. J'ai revu le jeune garçon, le petit Andrew, récemment avec sa maman. C'est elle que j'ai reconnue. Et je me suis dit, en les voyant entrer dans mon bureau, ces deux-là, décidément, ils ont des soucis avec les prénoms. Enfin, l'important, c'est que ça va être possible. Et les formalités sont en cours. Moïse Bossard. Non, c'est joli, Moïse Bossard. Oh, ma mère est furieuse. Et Saïd, son père, s'il savait que son fils s'appelait Moïse, c'est furieux aussi. Mais alors moi, je m'en fiche complètement de tout ce qu'il pense. Tout ce qui m'importe, c'est le bonheur de mon fils, lui faire plaisir. Y a que ça. Aussitôt après le sauvetage miraculeux, Stéphanie retourne à la maternité voir Marie-Lyon, l'infirmière. Elle lui demande s'il est possible de retrouver la Dame en Noir, la mystérieuse vieille femme qui avait prénommé son bébé Moïse, alors qu'elle ne demandait rien. Marie et ses collègues fouillent dans leurs archives, passent au crible l'identité de toutes les femmes qui ont accouché cette semaine-là sans succès.
il n'existe aucune trace de l'inconnu, aucun indice permettant d'en savoir plus sur cette drôle d'apparition avec sa voix cassée et son accent bizarre. Mais était-ce une apparition ou une prémonition? Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Les histoires qui mettent en scène l'entraide et l'amitié qui unissent hommes et animaux sont souvent très émouvantes, surtout lorsque cette relation faite de complicité et d'affection devient vitale pour les deux partenaires. C'est le cas dans le récit que je tiens de la bouche même de celui qui l'a vécu et que je vous propose de regarder tout de suite. Étienne Saulnier est un ancien résistant. Vous savez, mon histoire personnelle est très difficile. J'ai perdu les miens dans des circonstances très graves. J'ai connu la violence. Et dans ma vie, un événement m'a profondément marqué. C'est ma relation avec mon chien, Max. Max. Ah oui, c'est devenu un véritable mythe chez nous, Max. Ce chien, comment dire, c'est un membre de la famille à part entière, une sorte d'ancêtre héroïque. Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'on racontait cette histoire à nos enfants pour les endormir, parce que, somme toute, c'est une histoire assez tragique. Mais c'est vrai que elle nous a été transmise et elle continue à traverser les générations. C'est certain. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Quand je pense à toi, très souvent, c'est cette histoire qui me vient à l'esprit. Tu vois? Bon, je te laisse, je vais faire un petit tour au plan d'eau. Tout à l'heure. Martine, la fille d'Étienne, est vétérinaire. Et l'incroyable histoire de son père avec son chien l'a influencé dans le choix de son métier. Ah, vous voulez que je vous parle de mon père et de son chien, Max? Ah, sacrée histoire. Surtout quand on s'intéresse à la psychologie animale, enfin, psychologie canine et tous les rapports en général entre l'homme et l'animal. Ah, voyez-vous cette histoire? Dans ma famille, dans son entourage, elle fascine toujours, même des années après. Moi, c'est pas un hasard si je suis devenue véto. Quand j'étais toute petite, j'en ai entendu parler avec tellement d'émotion. Ah. Monsieur Jérôme! Monsieur Jérôme, c'est Madame Saulnier! C'était un braque allemand. Un braque de Weimar. Une bête magnifique. Une race très recherchée par les connaisseurs. Je peux dire que dans la rue, il passait pas inaperçu. Et moi, avec ce chien, comment je pourrais dire? On était sur la même longueur d'onde. Oui, c'est à peine croyable. Ça dépasse l'entendement. Mais un chien et un homme peuvent-ils réellement se comprendre et communiquer? Les poules. Il y a un problème de ponte en ce moment. Oh, bon, c'est juste une histoire d'alimentation, ça. On va voir ça, Vous savez, chez l'homme, il y a une part d'animalité. Et dans certains cas extrêmes comme celui-là, l'homme et la bête communiquent essentiellement sur ce terrain. Mon père, lui, il appelle ça de la télépathie. Alors, bon, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une forme d'échange qui ne passe pas par les codes humains, comme le langage, quoi. Et ça existe, ça je peux vous dire que ça existe, je le vois tous les jours avec mes clients. Bon, évidemment, avec les poules, peut-être pas, il y a des degrés divers. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'entre mon père et son chien, le phénomène était particulièrement fort. Ce chien devançait mes idées, mes actes, mes désirs. Par exemple, si j'avais l'intention de sortir, il le savait immédiatement, il se mettait devant la porte. Mais attention, avant que je fasse quoi que ce soit, pour exprimer l'idée que j'allais sortir. Non, il devançait mes intentions. Pour moi, il était télépathe, ce chien. Le chien d'Étienne Saulnier est-il doué de pouvoirs extraordinaires? On peut naturellement en douter, bien que des chercheurs aient récemment mis en évidence des liens inexplicables qui relient certains animaux à leurs propriétaires, une sorte de sixième sens, un radar sophistiqué leur permettant de capter des ondes à distance et de réagir en conséquence. Quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire, nous sommes à Paris sous l'occupation. Étienne Saulnier, qui a tout juste 30 ans, dirige un garage qui assure à sa famille une vie confortable, mais en réalité, le garage dissimule d'autres activités, car Saulnier
appartient à un réseau de résistance. De confession juive, sa sécurité est dès lors doublement menacée. Mon vrai nom, c'est Salzman. Mes parents ont connu les pogroms en Russie. Ils y ont perdu toute leur famille. Pendant les années 20, ils ont senti le vent tourner, une sorte de prémonition. Ils ont décidé de changer de nom. Salzman est devenu Saunier, et moi, Nathan Salzman, je suis devenu Étienne Saunier. Pendant les années d'occupation, il valait mieux s'appeler Saunier, hein? Donc, à ce moment-là, j'avais le garage. Il était bien situé, tout près de l'avenue de la Grande Armée. Ça marchait pas mal. Mais l'ambiance générale, pour nous les Juifs, se dégradait sérieusement. J'appartenais à un réseau de résistants. Et je sentais que je commençais à mettre ma famille en danger. Même si le garage servait uniquement de boîte aux lettres à cette époque. Le fils d'Étienne Saulnier nous raconte comment son père a décidé de protéger sa famille en passant en zone libre. Oui, ma sœur n'était pas encore née, elle est née dans les années 50. Et moi, je devais avoir à peine 1 an, quelque chose comme ça. Et vu le contexte, les lois anti-juifs, les premières rafles, les activités clandestines de mon père, il a décidé de nous amener, ma mère et moi, en zone libre. Et donc, comme il avait un frère qui vivait sur la Côte d'Azur et qui pouvait nous recevoir, on est parti. J'avais mon chien Max à ce moment-là. Mais le voyage par le train risquait d'être long, compliqué, surtout avec un bébé. Il fallait franchir la ligne de démarcation pour arriver en zone non occupée. Donc, pas question d'emmener Max. J'ai donc décidé de le laisser à mes parents qui habitaient le Marais où mon père était ailleurs. Étienne Saulnier confie donc Max à ses parents, puis il part rejoindre son épouse et leur fils sur la Côte d'Azur. Tandis qu'il séjourne chez son frère, il ne tarde pas à recevoir un télégramme alarmant de ses parents. Mes grands-parents ont écrit à notre père pour lui dire que le chien n'allait pas bien du tout. Il s'ennuyait de mon père, en fait. Il passait la journée devant la porte à attendre son retour, il mangeait plus. En fait, il déprimait, quoi. Et là, ça les inquiétait. Et beaucoup d'animaux qui ne supportent pas d'être séparés de leur maître. Il y en a même qui se laissent mourir. Moi, je crois que c'est pour ça que mes grands-parents ont demandé à papa de rentrer plus tôt que prévu. Ils avaient peur que Max ne dépérisse. Je pouvais pas laisser Max comme ça. J'ai donc décidé de revenir plus tôt que prévu. J'ai laissé mon épouse et Joël chez mon frère, sur la Côte d'Azur, et j'ai averti mes parents par télégramme en leur précisant le jour et l'heure de mon arrivée à la gare de Lyon. Les histoires incroyables. Dès cet instant, les événements prennent une tournure réellement dramatique. La Gestapo, à la recherche de Saulnier, perquisitionne l'appartement de ses parents, diffuse son signalement dans les gares et dans les lieux publics. La Gestapo a mis l'appartement de mes grands-parents sans dessus-dessous. Et bien sûr, ils ont trouvé le télégramme dans lequel mon père les informait de son arrivée à la gare le surlendemain à 8h du matin. Quand je suis descendu du train à la gare, j'ai vu Max au bout du quai, tenu en laisse par des hommes de la Gestapo. J'ai compris tout de suite. Ils avaient pris Max pour m'identifier et m'arrêter. Évidemment, il s'est mis à aboyer dans ma direction en tirant sur sa laisse. Mais heureusement, il y avait beaucoup de monde sur le quai, ils m'ont pas repéré tout de suite. Et alors là, les événements ne sont plus rationnels. J'ai vu un des hommes se pencher pour défaire la laisse du chien. J'ai tout compris tout de suite. J'ai compris la situation. Ils avaient arrêté mes parents. Alors j'ai été pris d'une rage énorme. Une rage énorme, vous comprenez. J'avais envie de tuer tous ces types, de les tuer là, immédiatement, de les tuer tous. Il y a beaucoup d'animaux qui perçoivent les émotions de leur maître.
Les chevaux aussi. En tout cas, Max, lui, il a tout perçu ce jour-là. Il a, je dirais même capté, moi. Il a capté le danger, la rage de mon père, son désarroi aussi. C'est une connexion mentale immédiate et très puissante. Et Max, ce jour-là, il a, bon, je dirais pas qu'il a compris, mais il a senti que les hommes qu'il tenait en laisse voulaient faire du mal à son maître. Et ça, j'en suis convaincu, ça fait aucun doute, et c'est une perception immédiate. Ensuite, tout s'est passé très vite. Dès qu'il a été libéré, Max a sauté sur l'homme qu'il tenait. Il lui a sauté à la gorge avec une force inouïe. Et alors, les hommes de la Gestapo l'ont massacré à coups de crosse. Ils ont tué mon chien sous mes yeux. Et je ne pouvais rien faire. Je suis sorti dans le flot des voyageurs, un inconnu parmi tant d'autres, et sans me retourner, bien sûr. Fallait surtout pas que je me retourne, que je me fasse remarquer. Alors ça a dû être terrible. Mon père venait de comprendre que la Gestapo était allée chez ses parents. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Ça, il en savait rien encore. Mais là, il avait son chien qui était en train de se faire massacrer sous ses yeux par ces brutes, et il pouvait même pas intervenir. Non mais vous imaginez, la douleur atroce que ça a dû être. Son chien qui venait de lui sauver la vie, il pouvait rien faire pour sauver la sienne. Ensuite, je suis allé chez mes parents. Comme je le pressentais, l'appartement était vide. La Gestapo avait fouillé partout, tout était par terre, cassé. Et évidemment, mes parents n'étaient pas là. Les voisins m'ont dit qu'ils les avaient vus partir dans une traction de la Gestapo. Ils les ont emmenés en camp. Je ne les ai jamais revus. Saulnier parvient à alerter sa femme et lui demande impérativement de demeurer à l'abri dans la zone libre quelque part sur la Côte d'Azur. Puis, il quitte son appartement, abandonne son garage et rejoint son réseau de résistance. On ne peut pas sortir indemne de tout ça. Tout cela laisse des blessures très profondes. Mon père déjà a dû faire le deuil de ses parents, évidemment, et en plus il a été très marqué par ce que son chien avait fait pour lui. Magda! Salut, papa! Après cette histoire-là, pendant une bonne vingtaine d'années, qu'est-ce que je dis, moi? Pendant une bonne trentaine d'années, je ne pouvais plus supporter les chiens. C'est bizarre. On a des réactions, parfois, je ne pourrais pas l'expliquer. Je ne les supportais plus. Dès que je voyais un chien s'approcher de moi, je devenais nerveux, très mal à l'aise. Et puis, quand tu m'as dit que tu voulais devenir vétérinaire, tu sais, je crois que je t'ai pas vraiment soutenu. Hein. Ah, c'est vrai. Ça me plaisait pas, l'idée que tu passes ta vie à soigner des bêtes. Heureusement, c'est plus pareil maintenant, hein. T'es bien content quand même que je sois là pour soigner Magda. Mais c'est vrai, ton problème avec les chiens, moi je dirais que c'était une véritable aversion. Tu détestais tous les chiens de la Terre uniquement parce qu'ils étaient vivants, c'est ça, tout simplement. Mais moi, je te comprends, hein, c'est une manière d'exprimer ton traumatisme. Oh, oui. Puis un jour, j'ai rencontré Magda. Pour chien abandonné, il rôdait dans le quartier en fouillant dans les poubelles. Tous mes grichons. Elle a changé, hein. Heureusement. Mais elle ne demandait rien à personne. Puis on a sympathisé, quoi. Et là, je crois que j'ai tourné la page. Ouais. J'ai accepté. J'ai accepté le sacrifice que ce chien extraordinaire avait fait pour moi.
un chien fidèle se sacrifie pour sauver la vie de son maître. Oh certes, l'histoire est bouleversante, mais comment expliquer que Saulnier ait réussi à transmettre à Max son message à distance? Et comment interpréter la réaction tout à fait extraordinaire du chien? Comment croire que Max, en dépit de toute logique, ne se soit pas précipité vers son maître, mais ait attaqué ceux qui cherchaient à l'arrêter? Cette attitude reste une énigme, et le restera sans doute à jamais. Oh, certains peuvent l'expliquer en faisant référence à des pouvoirs télépathiques. Je préfère, quant à moi, y voir une relation mêlée d'affection et d'intelligence entre un homme et son chien, tout simplement. Et c'est encore plus beau. Pierre Bellemare, les histoires incroyables. Les histoires incroyables de Pierre Bellemare. Il existe 1001 manières de commettre un crime de sang. Les criminologues les étudient car l'imagination des tueurs est sans limite. Et les modes opératoires sont aussi variés que les personnalités de ceux qui les commettent. Dans mes histoires, j'ai eu l'occasion d'évoquer des centaines de cas. J'ai dressé le portrait de quantité de psychopathes. J'ai pourtant rarement eu connaissance d'un fait divers comme celui-ci où le mystère le dispute à l'angoisse. Nous sommes le 22 décembre. Au volant de sa voiture, le commandant Miller de la police judiciaire fait la grimace. Il fait nuit, il neige, mais ce ne sont pas ces conditions atmosphériques détestables, mais normales pour la saison, qui contrarient l'officier de police. Non. Il vient d'apprendre qu'une femme vient d'être assassinée sur le parking d'un immeuble dans un quartier populaire. Un drame, malheureusement banal dans une grande ville en proie à des bouffées périodiques de violence. Pourtant, le commandant Miller a de bonnes raisons de penser qu'il s'apprête à passer le pire Noël de sa carrière. Je vais voir du côté de la bagnole, ok? Tout à l'heure. Ce soir-là, j'étais pas de service. Je me souviens, ma coéquipière m'a appelé. Je devais aller au cinéma avec ma femme, Florence. C'était la première soirée depuis une semaine que je m'étais accordé pour aller au cinéma avec Flo. Raté, quoi. Et j'ai tout de suite sauté dans ma voiture, j'ai mis le gyrophare sur le toit et je me suis rendu sur le lieu du crime. Le meurtre du 22 décembre, j'en ai entendu parler le lendemain, quand l'affaire a éclaté. Mais j'avais déjà lu dans le journal l'article sur l'assassinat de la coiffeuse. Une petite blonde. Ils avaient montré sa photo dans la page des faits divers. Quand je suis arrivé sur le lieu du crime, j'ai soulevé la couverture et je me suis aperçu que c'était une femme qui avait été sauvagement poignardée. Même arme, même blessure. On s'est rendu compte en fait que c'était certainement le travail d'un tueur en série. Le pire cauchemar des flics. Parce que même s'il y a des mobiles, c'est toujours très difficile à déterminer. Alors tout ça, ça m'avait bouleversée. J'arrêtais pas de penser à ces malheureuses. Et je me disais, mais comment est-ce qu'on peut faire une chose pareille? Enfin, surtout en période de Noël, d'ailleurs. J'ai commencé par interroger le mari. Apparemment, il pouvait rien me dire. Il était complètement abattu. J'avais très peu d'informations. Hein. D'habitude, ce genre de fou sadique s'attaque toujours au même type de femmes. Les blondes, les brunes, les jeunes, les vieilles. Et là, en fait, dans cette affaire, tout opposait les deux victimes. L'une était jeune, l'autre beaucoup plus âgée. L'une était coiffeuse, l'autre infirmière. Et là, on s'est vraiment rendu compte que l'enquête allait être très compliquée. Quel était le lien entre ces deux femmes? Qu'est-ce qui avait déclenché la folie meurtrière de ce criminel? C'est la question que nous nous posions. Le commandant Miller relit avec attention le rapport d'autopsie réalisé sur la victime du premier meurtre, celui de l'infirmière. Et brusquement, un détail qu'il avait négligé lui saute aux yeux. Le médecin a noté la présence d'une forte coxalgie, autrement dit, d'une importante déformation de la hanche. Le policier téléphone au mari de la victime pour en avoir confirmation. Et ce dernier dit qu'effectivement sa femme était affectée d'une douloureuse claudication qui la faisait souffrir depuis toujours. J'avais enfin trouvé le point commun entre les deux victimes. Elles boitaient toutes les deux. Une depuis quelque temps déjà et l'autre après une maladie. Je n'avais que ça. Quitte à avoir l'air ridicule, j'ai quand même informé les médias locaux. Mais le soir du 23 décembre, il y avait un message au journal télévisé. En fait, c'était un officier de police qui expliquait
toutes les femmes qui boitaient qu'il fallait qu'elles redoublent de prudence dans les jours à venir. C'était marrant parce que, en fait, il était très embarrassé et il bafouillait parce qu'il savait pas du tout comment dire aux femmes qui boitaient de rester chez elles. On était en pleine période de Noël, tout le monde était dehors avec ses paquets. Alors j'ai demandé du renfort. Je voulais protéger la population. Et j'ai fait appel à la brigade féminine. Ouais, donc Miller nous a appelés et je suis intervenue avec 5 de mes collègues féminines. La plus frêle d'entre nous était capable d'immobiliser un colosse par une prise de judo ou un coup de karaté. On n'est pas des brutes, mais on est assez bien entraînés, on doit le dire, dans la police. Et Mila nous a donné ensuite un itinéraire et il nous a demandé de nous exercer à boiter. Voilà. D'ailleurs, ça a suscité le fou rire général et le chef a pas vraiment apprécié. Non, ça m'a pas vraiment plu, non. Le 23 décembre à 22h, le dispositif était en place. Nous n'avions plus qu'à attendre. Et c'est là que j'ai eu un doute. Ouais, j'en souviens. T'as commencé à flipper, tu t'es dit, si jamais l'assassin, il s'intéresse pas seulement qu'aux boiteuses. Le flip général. Oui, c'est vrai qu'il pouvait attaquer à ce moment-là n'importe quelle femme. 24 décembre, 5 heures du soir, les rues illuminées du centre-ville sont pleines de gens pressés. Pour lui permettre d'effectuer ses derniers achats, la banque où travaille Judith l'a libérée 1 heure avant la fermeture. La jeune femme est d'humeur enjouée, elle se hâte, les devantures des magasins scintillent de 1000 feux et un immense sapin égaye la Grand Place. Et ben ce soir-là, voilà, je suis passée dans le grand magasin Nicolas et Marjorie. Mes enfants voulaient des grandes chaussettes à accrocher sur la cheminée. Ensuite, je suis allée chez le boucher pour aller chercher la dinde qu'on avait commandée. Et alors là, j'étais empêtrée dans tous mes paquets, c'était lourd, c'était pesant. En plus, il commençait à neiger. Donc là, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller prendre le bus. Impossible, il était bondé. Bon, ben alors à ce moment-là, j'ai décidé de rentrer à pied. J'étais assez soulagée parce que la matinée n'avait rien donné. Et à mon sens, il était peu vraisemblable que l'assassin attaque alors que les rues étaient pleines de monde et que tout le monde était en train de chercher leur paquet pour les veilles de Noël. Et pourtant, Miller était toujours anxieux, il avait toujours un doute. Alors, les policiers en tenue continuaient à quadriller le secteur et nous, les agents d'intervention, on continuait à boiter, merci, toujours en sillonnant les rues et pour surveiller, quoi. Alors maintenant, j'étais plus très loin de chez moi et j'ai décidé de prendre un raccourci. En fait, c'est un chemin qui traverse le terrain vague. Je le prenais très souvent quand j'étais pressée. Oh non. Pardon. Et j'étais empêtrée avec tous mes paquets. J'avais aucune envie de rester plus longtemps dans cet endroit sinistre. C'était quand même pas... Mais je craignais pas du tout le tueur. Parce que le policier avait dit qu'il s'attaquait qu'aux boiteuses, finalement. La nuit était tombée et la pression était montée. J'avais demandé aux agents de me tenir au courant des moindres faits et gestes inhabituels. Alors là, je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai dû buter contre une pierre, je me suis étalée, mais alors de tout mon long. J'ai lâché tous mes paquets dans la boue, les jouets pour les enfants, la dinde de Noël. J'étais énervée. Je fulminais toute seule comme ça dans le noir. Les histoires incroyables. Judith se baisse pour ramasser sa dinde et soudain, elle pousse un cri de douleur. Son pied droit la fait atrocement souffrir. Elle s'est sûrement foulé la cheville. Elle essaie de faire quelques pas avec précaution, mais la douleur est vite intolérable. Et puis, en un éclair, elle éprouve une sensation de vertige, une peur incontrôlable. Elle réalise qu'elle est seule, perdue au milieu de la nuit dans un terrain vague, boueux, loin de tout secours et des lumières rassurantes de la ville. Et puis surtout, quelle boîte! J'ai entendu des pas pesants derrière moi. Alors je me suis instinctivement arrêtée de marcher, ou plutôt de boiter d'ailleurs. C'est vrai, un instant auparavant, je craignais rien du tout, et là, d'un coup, d'un seul, tout avait basculé. De manière complètement stupide d'ailleurs. J'osais plus du tout bouger. Quelqu'un s'approchait de moi. J'ai senti son souffle sur ma joue. Et là, l'homme s'est arrêté, il m'a dit « Bonsoir ». C'était quelqu'un d'à peu près mon âge, bien habillé, plutôt élégant même. Un manteau bien coupé, une écharpe en cachemire, des cheveux courts, des petites lunettes. J'étais vraiment soulagée à ce moment-là, parce que je me suis dit que c'était quelqu'un qui rentrait chez lui, comme moi, qui allait peut-être m'aider à porter mes paquets en plus. L'inconnu scrute Judith avec un léger sourire ambigu. En dépit du froid, la jeune femme sent de la sueur brûlante lui couler le long du dos.
Car, à bien y réfléchir, l'homme n'a rien de rassurant, bien au contraire. Judith aurait préféré avoir affaire à un voyou avec une chaîne de vélo dépassant de sa poche. Lui, au moins, aurait été à sa place dans ce terrain vague sordide. Car, que fait cet homme distingué et silencieux dans ce décor de fin du monde? Là, nous étions seuls, le tueur et moi, au beau milieu du terrain vague. J'ai compris qu'il m'avait vu boiter, que c'est pour ça qu'il était là. Et que si je voulais rester en vie, il fallait surtout pas que je bouge, à aucun prix. Il a ironisé et il a dit, vous avez remarqué que vous avez les pieds dans une flaque d'eau? Je suis restée silencieuse et il a ajouté, vous n'avez pas remarqué qu'il neige? Vous n'avez pas remarqué que vous avez laissé tomber vos paquets par terre? Je savais plus du tout quoi répondre. Et là, l'homme a dit d'une voix douce, mais trop douce, marchez. J'ai compris en un éclair que si j'obéissais, j'étais perdue. Quand je me suis engagée sur le terrain vague, la femme était en train de parler avec un homme grand, élégant. Et je voyais pas grand-chose dans l'obscurité, mais j'avais vraiment l'impression qu'ils se connaissaient. Et après, je me suis posé la question, mais pourquoi s'arrêter comme ça, dans un terrain vague, sous la neige en plus? Et je me suis dit que c'était peut-être un couple illégitime qui essayait de se retrouver à l'abri des regards, je sais pas. En fait, j'ai pensé ça, et puis je suis repartie discrètement sur le chemin, quoi. Et là, il était comme en proie à une idée fixe. Il me disait, marchez, marchez, s'il vous plaît. Là, j'ai pas obéi. Je me suis laissée tomber par terre et je lui ai montré ma cheville tout enflée. J'ai essayé de lui expliquer calmement que c'était un accident, que j'étais pas du tout une vraie boiteuse. Et puis il m'écoutait pas du tout, il était comme en transe. Et il me répétait tout le temps, marchez, marchez, marchez. Et soudain, il est devenu comme fou. Il a sorti un immense couteau de sous son manteau et il m'a dit, mais marchez, comme tout à l'heure, vous aviez si bien commencé. Je sais pas pourquoi, mais je suis retournée sur mes pas. Je sais pas pourquoi, une sorte d'intuition. Et là, en fait, j'ai vu le dos de l'homme. Et la femme qui était debout était désormais assise, dans la boue, carrément dans la boue. Assise et sous la neige. Et je me suis dit, ce couple, c'est vraiment un truc bizarre, quoi. Et moi, j'étais comme hypnotisée par ce couteau qui brandissait vers ma poitrine. Mais j'arrivais encore à réfléchir avec pas mal de lucidité. Je me suis dit que s'il avait envie de me tuer, il l'aurait déjà fait. Est-ce que son délire érotique ne s'assouvissait qu'en regardant une femme boiter, en fait? Donc je lui ai dit, fermement, non, je vais pas marcher. J'ai pas envie, je suis très bien où je suis. Et alors là, d'un coup, toute sa physionomie, tout son visage a complètement changé. J'ai cru que j'avais un gamin devant moi. Un gamin à qui on avait refusé son bonbon. Il tempêtait, il pestait, il était frustré. Et du coup, je lui ai dit, très calmement, d'accord. Je vais me lever, je vais marcher. Mais d'abord, vous allez me parler de vous, d'accord? Quand j'ai vu briller la lame du poignard, j'ai aussitôt compris l'horreur de la situation. J'ai voulu appeler Miller sur mon portable pour demander du renfort, mais j'ai compris que ça mettrait vraiment beaucoup de temps. Donc j'ai tenté le tout pour le tout. Puis en même temps, je voulais pas risquer la vie de cette femme, quoi. Donc en fait, je me suis un peu dégagée. J'ai repris le petit chemin face à eux. Et je me suis approchée de l'homme, en fait, en boitant. Et à ce moment-là, il s'est détourné de la femme. Il est venu à ma rencontre. Voilà. Ensuite, comme vous pouvez l'imaginer, tout va très vite. Surentraîné au combat rapproché, le lieutenant Belfort neutralise en quelques prises bien ajustées le tueur en série. Quant à Judith, elle n'est pas prête d'oublier cette nuit d'angoisse. Elle l'a terminée en état de choc dans une chambre d'hôpital, la cheville dans le plâtre, en compagnie bien sûr de son mari et de ses enfants. Un réveillon pas ordinaire. Et ensuite, une fois rétablie, elle s'est réveillée chaque nuit en hurlant, terrorisée par un cauchemar. Dans ses rêves, un homme silencieux et élégant l'a traquée dans un terrain vague couvert de neige. Après une course folle, l'homme parvenait à l'empoigner. Son visage se métamorphosait alors en celui d'un tout petit garçon, penaud et malheureux. Pierre Bellemare, les histoires incroyables.